Bonsoir chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Très heureux de vous retrouver une fois de plus pour l'émission Majuscule Propos. Ce soir, nous allons traiter de la question des droits des personnes avec handicap. On va examiner les droits de ces personnes. Le Rwanda, c'est vrai qu'il avance dans plusieurs domaines et notamment le domaine social. Et maintenant, comme c'est un développement qui ne laisse personne à côté, qu'en est-il des droits des personnes vivant avec handicap? Comment est-ce que ces droits ont évolué? Si des défis il y en existe aujourd'hui, qu'en est-il de ces défis? Quels sont ces défis et surtout, quelles sont les politiques mises en place par le gouvernement du Rwanda pour venir à bout de ces défis? Et aujourd'hui, quelles sont les personnes impliquées dans ces actions-là pour que le droit ou les droits des personnes qui vivent avec handicap puissent être respectés, surtout qu'ils jouissent des mêmes droits que le reste des Rwandais? Et qui d'autre pour en parler avec nous ici au studio? Nous sommes avec deux entités qui représentent notamment ces personnes. Nous avons tout d'abord le secrétaire exécutif du Conseil national des personnes handicapées au Rwanda. Bonsoir, monsieur le secrétaire exécutif. Bonsoir. Voilà, nous sommes également avec le secrétaire exécutif de l'Union rwandaise des personnes qui vivent avec handicap, monsieur Nsengiyumva. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, tous les deux, M. Ndaïsaba et M. Nsengiyumva vont être avec nous. Tout d'abord, Monsieur le secrétaire exécutif du Conseil national, il faudrait déjà comprendre que l'entité que vous représentez, c'est une entité étatique. Aujourd'hui, qu'en est-il? Le Rwanda, ça va faire presque 27 ans que le pays se reconstruit, le pays se remet dans le bon sens. On parle du développement intégré. Et aujourd'hui, qu'en est-il de la situation de la personne handicapée? Est-ce que les personnes handicapées trouvent leur compte dans ce développement? Merci beaucoup pour la question. Je pense que le respect des droits des personnes handicapées au Rwanda est totalement différent dans les années antérieures. Quand je dis dans les années antérieures, c'est-à-dire avant la mise en place du gouvernement de l'Union nationale, parce que ce gouvernement dans lequel nous sommes actuellement, dans sa politique générale, ne nous laisser aucune personne à côté, comme vous l'avez dit, vu qu'il y a des défis qui sont présentés au niveau des droits des personnes handicapées. C'est dans ce cadre que, en 2007, il a promulgué un droit protégeant les personnes handicapées en général et les ex-combattants. C'est-à-dire que ce sont les lois qui ont été promulguées le même jour. C'était le 20 janvier en 2017. C'est-à-dire que c'était les premières lois à être promulguées dans le sens de protéger les personnes handicapées. Avant, on protégeait les personnes handicapées, on assistait les personnes handicapées. Sans avoir des droits spécifiques. Oui, sans avoir des droits. C'était tout simplement parce qu'on a un cœur qui veut aider. C'était de la charité. Pas un droit. Pas un droit. Justement, la question que je vais poser, nous parlons du gouvernement d'Union nationale, mais en 2007, vous n'estimez pas peut-être que ça a pris longtemps. Nous avons une constitution qui aujourd'hui régit le Rwanda, qui date de 2003, qui a été révisée en 2015. Mais entre 2003 et 2007, est-ce qu'on n'avait pas omis ces droits-là? Je pense que
quand vous observez le développement de notre pays dans différents domaines enregistrés après le génocide, le pétrole contre les Tutsis en 1994, et compte tenu de la situation dans laquelle, dans ces premières années après le génocide, le pays était vraiment totalement à genoux. Et c'est à genoux. Et donc, il fallait prendre des priorités, voir comment encore rétablir un pays, parce que c'était déjà foutu. On pourrait dire qu'il n'y avait, on n'avait pas le pays. À partir de 1994, vous pouvez comprendre qu'on a mis sur place la Constitution en 2003. On pourrait se demander qu'est-ce qu'on attendait en trop tard. Justement, c'est ça la question. Il y avait des dirigences. Il y avait des dirigences. Le pays était déchiré. Il y avait beaucoup de choses à faire. Avant même de penser sur la Constitution. Après la promulgation de la première Constitution en 2003, il y avait des prévisions, bien sûr, comme toute personne est égale, les droits de... Cette égalité, normalement, lorsqu'on met en place une loi, ça c'est un, mais son application, mettre en exécution le droit. On a d'autres, on observe quelques défis, et on essaie de mettre en place d'autres institutions pour essayer de mettre en exécution la Constitution. Je pense que c'est dans ce sens qu'après 4 ans, je ne peux pas dire que réellement il y avait beaucoup de retard compte tenu de la situation dans laquelle notre pays se trouvait. Justement, en évoquant de la loi, on sait que la première caractéristique d'une loi, c'est déjà sa généralité sur tout le monde. Oui. C'est qu'elle doit être générale chez tout le monde pour garantir l'équité et l'égalité. Monsieur Sengiumva, vous qui êtes de l'Union des personnes handicapées, c'est vrai que c'est une association. Il y a eu... Est-ce qu'on a eu besoin d'un certain activisme, d'un certain plaidoyer de la part de votre union ou de personnes qui se sentaient concernées pour justement que ces lois ou ces droits soient spécifiques, qu'ils ne soient pas seulement généraux comme le garantit la Constitution? C'était très important d'avoir des droits bien spécifiques. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voulais ajouter d'abord que en 2002-2003, il y a eu une politique sur les personnes handicapées avant même qu'on arrive à la loi de 2007. Mais aussi bien avant. Déjà, il y avait un travail en amont. Oui. Il y avait un travail bien avant, mais aussi c'était rappeler que le gouvernement a facilité la création des organisations des personnes handicapées pour différents types d'handicap, pour pouvoir appuyer l'action, l'avancée du respect des droits des personnes handicapées. Ça veut dire qu'avant le génocide perpétré contre les Tutsis, il y avait une seule organisation des personnes handicapées, mais par après, la protection ou la réclamation de ces droits est allée vers la création d'autres organisations par type d'handicap. Et c'est de par là où je dirais que les droits se réclament, les droits se jouissent par les personnes qui en veulent et poussent au fait qu'il y ait cette loi. Donc c'était l'opportunité qui avait été donnée aux personnes handicapées de se regrouper dans différentes organisations par type d'handicap et de se réunir dans un forum. Ça, c'était avant, c'était à Fachère, pour dire qu'il y avait une loi qui mettait en place le Fachère par le gouvernement
Donc c'était pour souligner qu'il y avait la reconnaissance des droits des personnes handicapées par le gouvernement. Et un peu après, c'est devenu FENAF, je ne me trompe pas, je pense, aussi régi par une loi, mais le FENAF, comme le FACHER, était composé par des organisations de la société civile, pour souligner. Et je ne vais pas dire que le gouvernement n'a pas prêté attention aux droits spécifiques des personnes handicapées, parce qu'il y avait aussi ces initiatives de mettre en place une loi spécifique qui régissait l'union de ces organisations de la société civile comme une seule voix. Donc, c'est un travail qui avait commencé bien un peu avant, par cette politique de 2002-2003, par aussi des articles concrets et spécifiques dans la Constitution qui touchaient un peu spécifiquement les droits des personnes handicapées, mais aussi ces unions qui avaient été régies par une loi spécifique. Ça montre la volonté du gouvernement de mettre en place un dynamisme de protection des droits des personnes handicapées. En tant que société civile, alors, c'est là où on a joué un rôle prépondérant dans le respect et l'avancée dans le respect des droits des personnes handicapées. Jusqu'où, en 2010, est venu NUDOR, que nous représentons aujourd'hui, mais aussi en 2010, spécifiquement la création du Conseil national. C'était au moment où le travail de longue haleine allait être concrétisé par la mise en place de ces institutions, mais aussi spécifiquement la loi de 2007, mais en ajout à cela, la signature de CNCRPD, de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, montre cette volonté qui avait commencé en 2002-2003 pour en arriver là. C'est vrai, justement, vous évoquez quelque chose de très important, la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Est-ce que ça a servi de base pour mettre en place également votre institution? Parce que c'est vrai que spécifiquement, on avait des droits généraux. Pourquoi c'était aussi important, par exemple, en s'appuyant sur cette convention, d'avoir des droits spécifiques aux catégories des personnes handicapées? Parce que l'handicap n'a pas toujours la même nature. Il y a différentes natures d'handicap. C'était très important de spécifier les choses. Oui, je pense que même après la proclamation de la loi protéger les personnes handicapées au Rwanda en 2007. C'est à ce moment même qu'on a créé la FENAF. FENAF, c'était la Fédération nationale des personnes handicapées, qui était représentée depuis le niveau très bas, à la base jusqu'au niveau national. C'est là où on peut dire que la voix des personnes handicapées a commencé à se faire comprendre. Parce qu'on était représenté même dans les conseils de district, de secteur, et même dans le conseil de la ville de Kigali. Et là-bas, parce qu'on avait des comités de base, c'était là où on a commencé à faire comprendre, ou à comprendre les problèmes des personnes handicapées dans tout le pays. Effectivement, comme vous le dites, en 2008, c'était le 15 décembre, notre gouvernement a ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées. C'est-à-dire qu'on a ratifié cette convention après la proclamation des droits des personnes handicapées au Rwanda. C'est-à-dire que le gouvernement avait compris, comprenait bien la question et l'urgence. C'est la question et l'urgence. C'est pour cela qu'il n'a pas... Parce que la convention a été mise en place par les Nations Unies en 2006. C'est-à-dire qu'après 2 ans seulement, le Rwanda a ratifié immédiatement.
Et vous savez le processus. Oui, justement, ça doit passer par plusieurs Et institutions, il y a le la Parlement, signature, voilà, et après il y a la ratification. la ratification. Vous comprenez que réellement, ça montre que le gouvernement voulait... Il y avait de la volonté politique. La volonté politique était là. Était là. Et actuellement, c'est-à-dire que la ratification de cette convention, pour nous, représentants des personnes handicapées, est une base solide. C'est une fondation. C'est pour cela que je peux dire qu'en 2007, 2008, réellement, c'est là où on peut proclamer, c'était le départ. On avait démarré à faire respecter les droits des personnes handicapées dans tous les domaines. C'est-à-dire que c'est bon d'avoir ratifié. Actuellement, je peux vous dire que nous sommes en train de refaire ou de faire des amendements des lois, des arrêtés ministériels pour les adapter avec... Pour les adapter à la Convention, à la Convention des Nations Unies. On a déjà fait une étude qui nous a montré les défis ou les différences qui sont là. Et actuellement, on a commencé à faire cette révision. Mais justement, il y a toujours eu ce problème par rapport au contexte national, culturel, avec les conventions des Nations Unies. Non pas seulement dans ce cas. Souvent, on accuse les pays africains de prendre tout ce qui a été décidé au niveau des Nations Unies et d'en faire des politiques nationales sans tenir compte des réalités. Monsieur le secrétaire exécutif, là je parle de l'Union. Comment est-ce que vous faites la part des choses? Pour nous, comment intégrer ces politiques ou ces initiatives au niveau international, les adapter maintenant? Moi je vais donner mon opinion personnelle. Il y a d'abord l'initiative du gouvernement. Depuis 2000, 2001, 2003. A souligné même que l'élection du Parlement, il y a eu un représentant des personnes handicapées. Moi, j'étais au niveau des jeunes, j'ai vu les élections, comment ça s'est déroulé ici à Kigali au niveau national. Donc, c'était cette volonté. Et la mise en place de FENAF, FACHER, c'est aussi une volonté politique sans tenir considération des conventions. Je suis en train de souligner ce qui a été fait à notre initiative en tant que Rwandais. Et en 2007, la mise en place de cette loi dont Emmanuel a parlé, ça c'était sans tenir compte de la Convention. Et pour moi, la Convention est venue comme un ajout à nous rappeler de copier quelque chose dont on n'a pas ici et l'appliquer à nos lois et nos politiques. C'est vrai que c'est un bon départ de se conformer aux normes internationales et à les appliquer à nos lois, mais je soulignerai que les activistes des personnes handicapées depuis la fin de la guerre et l'avancée quand on a commencé à mettre en place des institutions solides, il y a eu des activistes que l'on connaît ici qui ont poussé à ce que le gouvernement mette en place une base solide. Donc la Convention, ça a été un ajout à nous éclairer, à mettre des condiments dans nos lois pour que réellement on copie ce qu'on avait oublié. Bien sûr, l'adaptation à des normes d'autres pays, c'est bon, mais je dirais que ce n'est pas réellement sur quoi on doit bâtir, parce qu'on avait déjà à nous cette loi protégeant les ex-combattants avec handicap, cette loi protégeant les personnes handicapées en général, mais aussi le fait qu'il y avait cette volonté politique d'inclure les personnes handicapées dans le cadre du leadership. C'est très important. Aujourd'hui, maintenant, j'aimerais qu'on puisse faire l'état des lieux de la situation actuelle. Nous avons des lois
bien spécifiques qui garantissent les droits aux personnes handicapées au Rwanda. Maintenant, il y a toujours une ligne entre l'existence des lois et leur application. Comment est-ce que ces droits sont vécus? Est-ce que la société comprend ces droits? Est-ce que la société vit ces droits? Est-ce que la personne handicapée aujourd'hui au Rwanda se sent intégrée, vit ou jouit de ses droits pleinement? Ok, merci. Je ne peux pas dire que notre population avec handicap jouit pleinement de ses droits parce que, comme je l'ai dit avant, mettre en place une loi, c'est une chose, mais son application, c'est une autre. Compte tenu de la culture qui discriminait les personnes handicapées depuis longtemps, il était très compliqué d'appliquer cette loi immédiatement telle qu'elle est. C'est dans ce cadre que nos institutions ont joué beaucoup sur la plaidoirie pour que les gens comprennent, pour que les institutions étatiques, les sociétés civiles comprennent la cause des personnes handicapées et leur montrer de quoi faire. Parce que réellement, ils n'avaient aucune... Je peux dire qu'ils ne comprenaient rien en matière de personnes handicapées. Parce que c'était des personnes qui devraient rester à la maison, cloîtrées là-bas, sans bouger, sans droit. Ils étaient condamnés à ne participer ni à leur développement, ni au développement du pays. Nous avons fourni beaucoup d'efforts pour changer la mentalité de la société rwandaise, pour qu'ils comprennent, à partir des parents. Au niveau de la famille? Au niveau de la famille. Parce que réellement, ils ne comprenaient pas que c'était un fardeau pour eux d'avoir un enfant avec handicap. Déjà, c'est une discrimination qui commence au niveau même du socle de la société qui est la famille. Oui. On pourrait même dire que c'est là même que repose le danger, si je peux appeler ça ainsi. Si la propre famille nous discrimine, que dire des autres qui ne sont pas de la famille, monsieur le secrétaire exécutif? Ah, vous le comprenez bien. Si même vous êtes discriminé à la maison, par vos parents, par vos frères et sœurs, vous comprendrez bien que les autres, les voisins, le feront de plus. S'ils ont la chance de vous voir, parce que votre famille pouvait vous garder à l'intérieur de la maison. C'était très difficile, mais on a pu faire quelque chose. On a pu changer cette culture, si je peux l'appeler comme ça. On a pu changer les mentalités. Et ce sont des progrès que vous observez d'ici là. Même si vous pouvez aller dans les familles urbaines, rurales, vous pouvez voir qu'actuellement, les parents ont compris qu'un enfant né avec handicap est comme les autres. Effectivement, si les barrières qu'ils rencontrent sont enlevées. C'est pour cela qu'actuellement, je peux vous donner un exemple. Mon collègue, ils ont un projet. Justement, là, vous parlez en tant que représentant d'une institution étatique. Maintenant, il y a ces barrières-là que vous dressez bien. Maintenant, il y a des stratégies oui. en place aujourd'hui
pour lever ces barrières, pour passer le message. Et à nos familles, également à la société d'une manière générale. Et comment est-ce que maintenant, de manière pratique, là on revient maintenant à ces projets qui sont développés, comment est-ce que de manière pratique maintenant, au niveau des associations qui doivent prendre le devant pour défendre les droits des personnes vivant avec handicap, comment est-ce que vous le faites de manière pratique pour que la loi, les droits et tous ces outils pour permettre à ces personnes qui vivent avec handicap de pouvoir s'intégrer? Permettez-moi de souligner encore quelque chose de très important. Sur le fait que les familles avaient abandonné leur droit d'appuyer, de supporter leurs enfants. Il y a eu bien avant la création de 2 sociétés dans une seule société. C'est-à-dire, concrètement? Ça veut dire une société pour les personnes handicapées et une société pour le reste, dans une société rwandaise. Ça veut dire les personnes handicapées appartenaient à des bienfaiteurs. Chaque fois qu'un enfant est né dans une famille, ça devrait être envoyé chez les frères, chez les sœurs, à Gatagara pour s'occuper de cet enfant. Ça veut dire vous donner l'enfant à une autre société, dans une société rwandaise. Mais aussi le fait que les familles abandonnaient leurs enfants à cette société. Les autorités locales ne faisaient rien. Moi, je me souviens quand j'étais petit, on sensibilisait la société à envoyer les enfants à l'école. Mais rien n'était fait sur les enfants handicapés. Parce que ces enfants handicapés n'avaient pas droit à l'éducation, à la santé. C'était les organisations des bienfaiteurs qui devraient s'occuper de ces enfants. C'est pourquoi je dis 2 sociétés dans une seule société. Ça, c'était bien avant. Mais après, il y a eu cette société inclusive qui tient en compte des droits de tout le monde et de ne laisser personne derrière. Et qui considère que rien pour moi sans moi. C'est là où je voulais en arriver. Donc, on quitte 2 sociétés dans une seule société, là où les droits des personnes handicapées ne sont pas considérés, ni connus, ni parlés, mais on va vers une société où l'inclusion est vraiment d'actualité. Et là, coup de chapeau aux acteurs des personnes handicapées qui ont poussé à ce que cela soit fait. Maintenant, on en arrive sur les projets qui appuient le gouvernement à la mise en œuvre des lois et des politiques protégeant les personnes handicapées. D'abord, je souligne quelque chose aussi qui n'est pas bien fait. La dissémination de ces lois et de ces politiques. Ça, c'est la toute première chose. Bien qu'on est en train d'y travailler, mais aussi, il y a... Dissémination qui doit aller avec plaidoyer. D'abord, la dissémination du contenu de ces lois, de ces politiques, pour que ça arrive à tout le monde. Il y a une loi sur les droits des personnes handicapées, il y a cette convention des Nations Unies, le contenu est tel, et si on va à l'encontre, on est puni. Ça, et à qui revient la charge? Ça, c'est au gouvernement, de la dissémination de ces droits. Et que dire des sociétés civiles, de la société civile? De société civile. Pourquoi renvoyer encore la balle au gouvernement? Alors, c'est là où j'en reviens. Le rôle principal de la dissémination des lois et des politiques, c'est au gouvernement. La société civile vient en appui. C'est là où viennent des projets de sensibilisation de la communauté sur les droits des personnes handicapées. Normalement, c'est la charge du gouvernement. Et la société civile revient pour appuyer et avancer, comme étant rwandais, pour avancer, faire en sorte que la société reconnaisse ses droits humains, spécifiquement les droits des personnes handicapées, le respect de ces droits et l'avancée à ce qui concerne l'indépendance de la personne handicapée. Et c'est là où notre organisation intervient et travaille de proche collaboration avec le Conseil national. Parce que le Conseil national est bien structuré,
du point de base, c'est au niveau des cellules jusqu'au niveau national, bien structuré. Et l'Union des organisations des personnes handicapées a aussi des organisations qui travaillent au niveau de la communauté. Et de concert, on s'est donné la charge d'appuyer le gouvernement dans la dissémination de ces lois, ces politiques, mais aussi à sensibiliser la famille. D'abord la famille, parce que c'est le noyau du problème. Et la communauté en particulier et les autorités locales en deuxième lieu. Pour qu'ils comprennent que la personne handicapée est une personne humaine, ayant les droits comme les autres, mais aussi ayant des droits spécifiques qui doivent être respectés par tout le monde. Et comme c'est une loi, il y a aussi des punitions. Donc on les rappelle. Ouais, c'est vrai. Donc, chaque disposition oui, oui. Prévoit également des sanctions. Des mesures coercitives pour des personnes qui ne respectent pas. Et je voulais dire qu'on a fait un pas de géant ensemble avec le Conseil national parce que NIDOR a été créé au moment où le Conseil national aussi allait être mis en place, ou était mis en place, et on a travaillé de concert. Et je dirais que pendant les 10-12 ans que l'on vient de faire, 11 ans, on a fait un pas de géant. Il y a eu la sensibilisation de la communauté au niveau de base, au niveau des familles, mais aussi à travailler avec les autorités locales pour faire reconnaître ces droits. Mais j'aimerais bien qu'on soit précis ici. Il y a des personnes qui doivent jouir de ces droits. Monsieur le secrétaire exécutif, Oui. même si on pointe du doigt cette famille, cette société, est-ce que les personnes avec handicap, elles-mêmes, prennent le temps de lire ces lois et de comprendre quels sont leurs droits? Parce que c'est à eux de prendre le devant. Ok, Aussi. oui, merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je voulais vous dire que le gouvernement a fait beaucoup de choses. Même si le gouvernement avait mis en place ces lois protégeant les personnes handicapées, comme je vous l'ai dit en 2007, et a ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées en 2008, vous comprenez bien cette bonne volonté politique. Mais après, ils ont observé que réellement, ce qu'ils veulent, il n'y a pas de progrès. Parce que il y avait beaucoup de problèmes. Les résultats de ce qu'on fait, c'était vraiment... on ne pouvait pas avoir des résultats positifs. Pourquoi? C'est à ce moment que... Pourquoi? Ils ont préféré de mettre un organe spécifique, une institution spécifique, qui est le Conseil des personnes handicapées en 2011. Que vous représentez? Oui, que nous représentons. Spécifique, qui est chargé uniquement à analyser, à essayer de résoudre les problèmes, à faire face aux problèmes que les personnes handicapées rencontrent dans leur vie quotidienne. Pour tout simplement dire l'œil et l'oreille du gouvernement. Ah oui. C'est surtout la main du gouvernement. Oui, c'est à ce moment que même après la mise dans la Constitution du Conseil national des personnes handicapées, en 2010, avant sa création, c'est là où on a pensé même, nous les personnes handicapées, à penser, ok, nous avons maintenant une institution publique dans la Constitution. Pour nous appuyer. Pour nous appuyer. Mais nous aurons besoin aussi de notre institution, de la société civile, qui est très fort. C'est là où on est assis et on a créé NIDOR. Pour avoir des côtés. Et la société civile est du côté du gouvernement. Oui, c'est pour ça que NIDOR est né avant nous.
Parce qu'aucun NSPD est né en 2010 dans la Constitution, mais la loi créant NSPD a été promulguée le 11 février 2011. Et c'était le résultat des personnes handicapées. Ouais. Et même je peux dire les lois, les arrêtés ministériels. Ne pensez pas qu'il y a une autre personne qui a fait ces lois. C'est nous qui ont donné des propositions. Qui ont poussé à ce que ces lois soient... C'est-à-dire les projets de loi ont été vous êtes à la base de ces projets de loi. Si je peux dire que le brouillon de ce projet, c'était fait par les personnes handicapées. Et on avait le ministère, bien sûr, le ministère de l'administration locale, qui est chargé des affaires sociales. Et là, c'était dans la logique de dire ce que vous faites sans moi, donc c'est contre moi. Oui. Ouais. Et vous étiez à la base de ce qui est fait pour vous. Oui, oui. Et par vous. Bien sûr. Et c'est pour cela que nous ne sommes pas téléguidés par la Convention des Nations Unies, parce que nous regardons la réalité. Le contexte national. Le contexte national. C'est pour cela que même, comme il a dit, que nous avons marqué un pas de géant. C'est parce qu'on sait bien ce qu'on a préparé pour la cause des personnes handicapées ici au Rwanda. Et actuellement, nous sommes en train de remédier les gaps ou quoi, je ne sais pas, que nous observons. C'est-à-dire, comme le pays avance, vous ne pouvez pas rester avec les lois de 2017. Non, vous devez avancer comme dans d'autres secteurs, comme dans d'autres secteurs de la vie. Il y a des changements que nous devons intégrer dans nos lois qui nous protègent. J'aimerais vous signaler que les personnes handicapées, nous jouons un grand rôle de ce qui nous ont, de ce qui sont faits pour nous, parce que nous avons été les initiateurs de ces lois et de ces arrêtés ministériels. Voilà, justement, on a... Une chose à ce qu'il a dit et la question dont vous avez... On doit également avancer, oui. Et il a souligné bien avant que la personne handicapée avait été oubliée en éducation, en santé, en économie. Et je vais dire que pas mal de personnes handicapées au niveau local n'avaient pas étudié. Ils ne comprennent même pas ce qui est de leur droit. Exactement. Il y avait des gens qui étaient éduqués. Et avec la création du Conseil national, ENIDO, on devrait rentrer en arrière, éduquer la société et éduquer la personne handicapée à comprendre et connaître ses droits et réclamer la mise en œuvre. C'est en réponse avec votre question. Comment avez-vous appuyé la personne handicapée? Donc, justement, c'est de manière pratique maintenant, parce qu'on s'est attardé sur les lois et les droits, parce que c'est très important. Rien ne peut être fait sans droit pour faire la différence entre un droit et une faveur. C'est très important. Et surtout le parcours et tout le chemin que vous avez fait. Maintenant, de manière pratique aujourd'hui, dans les secteurs clés de la vie, comment est-ce que ça se fait aujourd'hui? Vous avez déjà commencé à énumérer. Quels sont, de manière palpable, de manière pratique, qu'est-ce qui est fait sur terrain aujourd'hui? Est-ce que la personne handicapée a joui de ses droits? Que font les associations ou les organisations de manière pratique pour justement appuyer ces lois, en faire une réalité? D'abord, nous devrions faire en sorte que la personne handicapée comprenne et intériorise le contenu de ses droits et savoir qu'il y a des droits comme d'autres personnes. Ça, c'est un. Ça a été fait au niveau de la plaidoirie, au niveau de la sensibilisation et au niveau des réunions différentes et pour la formation de la personne handicapée en ce qui concerne ses droits.
Deuxièmement, il fallait faire en sorte que la personne handicapée réclame ses droits en éducation, en santé et en économie. Et je vais souligner ce qui a été fait. Au niveau de l'éducation, il y a eu l'éducation pour tous. Et par après, la politique sur l'éducation inclusive qui ont été mises en place par le gouvernement et qui doivent être appliquées par toutes les écoles du pays, toutes les écoles nationales, disons publiques. Et on trouve qu'il y a vraiment un changement radieux au niveau de l'inclusion des personnes handicapées en éducation. Bien sûr, il y a encore des problèmes pour chaque type d'handicap. L'handicap mental, l'handicap intellectuel qui n'est pas bien tenu en éducation inclusive. Il y a aussi l'accessibilité qui n'est pas encore bien faite. Mais il y a cette avancée parce que ce n'est pas quelque chose qui peut se faire aujourd'hui et demain. Mais le fait que la société civile s'est impliquée à faire avancer, à faire en sorte que ces droits soient à respecter, il y a quand même, on observe un bon avancement dans l'inclusion des personnes handicapées en éducation. Ça, c'est en santé aussi, il y a des politiques autour de favoriser la santé de la handicapée à ce qui est de l'accessibilité, de la provision de la, comment on dirait, les assistive devices en santé, les prothèses, orthèses, les béquilles, tout consort, pour appuyer la personne handicapée. Des équipements bien spécifiques, bien spécifiques. Pour permettre... On ne va pas dire que c'est 100% bien fait, mais il y a quand même un long chemin à faire. Mais c'est en cours. Troisièmement plutôt, c'est ce qui est de l'économie de la personne handicapée. Il y a des initiatives de la société civile, là où on travaille sur la création des groupes d'entraide, et Emmanuel est témoin de l'avancée de la création de ces groupes au niveau des districts, là où les personnes handicapées mettent ensemble leurs moyens et entrent en business. Mais là où il y a le plaidoyer qui a été fait au niveau de l'accès à l'emploi. Ça va doucement, mais on y est quand même. Lorsque vous parlez, c'est très important, peut-être avant de parler de l'accès à l'emploi, il y a des équipements, là je parle spécifiquement par exemple des prothèses dont les personnes handicapées, une catégorie de personnes handicapées a besoin, mais ce sont il y a disponibiliser ces équipements, avoir accès à ces équipements et le coût de ces équipements, parce que ce n'est pas toujours gratuit. Ça se passe comment aujourd'hui pour appuyer maintenant? Parce que vous avez évoqué la question des finances des personnes handicapées. Comment est-ce que vous conciliez les deux, les appuyer? Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour appuyer les moins nantis? Au niveau des organisations de la société civile qui ont un mandat d'appuyer la personne handicapée, nous faisons de notre mieux pour disponibiliser ce matériel. On a un programme qui appuie 1700 enfants handicapés au niveau de la santé et de l'éducation. Et là, on produit ces matériaux, on les achète et on distribue. Mais aussi, il y a l'appui d'autres institutions qui nous donnent de tels matériels pour la distribution. Il y a aussi le fait que, je vais souligner, qu'il y a des initiatives au niveau de certains districts qui mettent un budget dans leur budget du district pour l'appui et la provision de ce matériel. Nous revenons toujours à la main du gouvernement, parce que qui parle district c'est le gouvernement, oui. Parle du gouvernement décentralisé. Je fais un parallèle pour montrer qu'il y a ces initiatives de l'application de ce qui est du contenu des lois et des programmes. Au niveau de la société civile, nous avons notre mandat d'appuyer, de trouver ce matériel par nos partenaires, mais aussi il y a ce que le gouvernement est en train de faire. Bien sûr, ce n'est pas suffisant, parce que les besoins sont énormes. La sensibilisation et le fait que les personnes handicapées ont connu leurs droits et commencent à les réclamer, les problèmes sont en train de jaillir comme de la pluie. Et on dirait, est-ce que les personnes handicapées se sont multipliées? Non, c'est parce qu'ils ont connu leurs droits et commencent à les réclamer. Et là alors, un programme de retracer les aides, l'appui matériel
à des personnes handicapées qui a commencé à se mettre en place par nous, en tant qu'Umbrella, Union nationale des organisations des personnes handicapées, travailler de concert avec nos partenaires pour pouvoir appuyer les nécessités. Bien sûr, on commence par les plus pauvres, les plus vulnérables. Mais aussi, je sais qu'il y a des initiatives du gouvernement, je ne parle pas du côté du gouvernement, mais je sais qu'il y a des initiatives de faire en sorte que le matériel pour la fabrication des prothèses, par exemple, entre dans le pays gratuitement, sans taxe, pour que le coût des prothèses soit minimisé, soit réduit, soit abordable par la personne handicapée. Il y a aussi des initiatives qu'on travaille de concert à mobiliser ou à sensibiliser le gouvernement afin que ces prothèses soient obtenues en utilisant l'assurance médicale. Mais également, à côté de ça, aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, des outils informatiques qui aident des personnes handicapées à pouvoir, par exemple, étudier, comme tout le monde, parce que la technologie évolue, tout ça, ça a un coût, tout ça, ça doit être appuyé. C'est énorme, hein, c'est énorme et c'est pas mal de questions qui ont été posées pour appuyer la personne handicapée au niveau de la technologie, comme vous le dites. Mais je sais qu'il y a des initiatives qui ont commencé au niveau des universités. Que par exemple, les personnes non-voyantes ont un labo. Et aujourd'hui, on a promulgué officiellement le dictionnaire en langage des signes. Très important. Ça, c'est très important. Pour que cette facilité au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, soit mise en place et que la personne avec handicap auditif soit aussi facilitée à l'accès aux services. Et maintenant, j'aimerais bien, parce on reste avec peu de temps, c'est vrai qu'il y a tellement de points qu'on puisse aborder, mais maintenant, on revient un tout petit peu par rapport aux droits. Tout à l'heure, j'évoquais les outils informatiques, faisant référence à la technologie et surtout aujourd'hui à la technologie de l'information et de la communication. Très récemment, on a vu un communiqué qui a été rédigé pour dénoncer l'utilisation des personnes handicapées dans des vidéos. Là, je donne quelques exemples sur des chaînes YouTube pour s'attirer soit de la popularité ou pour d'autres fins. Est-ce que vous pensez que toutes ces initiatives qui sont que vous vous battez à bec et ongle aujourd'hui, ces droits, est-ce que ce n'est pas également un exemple, par exemple, des défis qui sont encore devant vous, si déjà les personnes handicapées sont monnayées presque, sont utilisées pour créer de l'argent pour d'autres personnes. Donc les gens se font de l'argent sur les dos des personnes handicapées. Aujourd'hui, vous vous dites qu'il y a une mission spécifique pour dénoncer ou sinon combattre ces gens? Oui, effectivement, ce que vous dites est vrai. Normalement, dans un pays qui se développe très rapidement, je dirais que fois il y a des défis qui se présentent et les gens peuvent utiliser, comme vous l'avez vu, la technologie et en commettant des crimes ou des... Normalement, vous savez que même la Constitution prévoit que toute personne a le droit au respect. Et vous allez là-bas, vous utilisez une personne pour générer des revenus à votre fin. Ça, c'est pénal. Et c'est pour cela que vous avez vu que
Le jour où Nidoro a présenté le communiqué, nous, en tant qu'institution étatique, nous avons déposé une plainte, si je peux dire, horrible. Au Bureau rwandais Au d'investigation. Bureau rwandais d'investigation. Parce que pour nous, nous considérons ça comme Un abus. un abus qui doit être poursuivi par les instances habilitées Pour servir d'exemple également. et pour servir d'exemple. Ouais. Parce qu'on ne peut pas seulement dire aux gens qui disent que sont journalistes. Être journaliste, normalement, il y a des leçons qu'on a appris, comment on fait le métier, quelles sont dans quelles conditions. Il y a des limites. L'éthique du journal. L'éthique du Il y a journalisme. l'éthique du journal. Pour ces gens-là, je pense qu'ils sont. Ils dorment très tôt le matin, ils créent une chaîne. Justement, nous sommes Je me suis adressé à cette institution-là qui regarde les journalistes RMC. à RMC. Ils ont dit réellement, nous ne contrôlons pas ces gens-là. Donc justement, nous sommes à l'époque des youtubeurs, qui à la limite sont donc confondus aux journalistes, ça se comprend. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui également des journalistes urbains. Maintenant, au niveau de l'association, peut-être pour terminer également, comment est-ce que, au niveau des organisations, au niveau de l'union de ces organisations, comment est-ce que cela a été vécu? Déjà, le communiqué, il était long de 2 pages. On sent vraiment une dénonciation, on sent à la limite une colère de la part des organisations. Ça a été aussi aberrant à ce point. Oui, nous sommes très en colère contre ces gens qui profitent du fait que la personne handicapée est sortie de la cachette et en public, là où il peut être vu, on voit les défis, on voit les problèmes qu'il a et on commence à y travailler. Et il y a d'autres gens qui en profitent pour faire de l'argent. Et ils le font d'une manière abusive que l'on ne peut pas tolérer. Et bien sûr, nous avons dénoncé énergiquement. Nous avons présenté même un dossier au Bureau rwandais d'investigation pour pouvoir leur demander de faire un suivi et en identifier des crimes. Mais de l'autre côté, on va aussi éduquer. Éduquer, c'est en permanence. Peut-être qu'ils l'ont fait sans savoir que ça constitue des crimes, par ignorance, mais aussi qu'ils l'ont fait sciemment. Mais nous sommes vraiment en colère contre de profiter de la personne handicapée en situation de crise et le faire parler à la contre de notre culture rwandaise et présenter ça en public pour s'attirer des views, des suiveurs. Mais également, vous dénoncez la personne qui a interviewé, mais également les gens qui prennent du plaisir à en rire, à regarder. Oui. Et qui ne trouvent même pas que c'est un crime, que c'est aberrant, que c'est vraiment pas bien de présenter quelqu'un comme un animal, comme une chose, et en fait un objet de la risée. C'est vraiment contre notre culture et c'est contre les droits de la personne handicapée et je demanderai à tous les Rwandais d'en dénoncer davantage. Voilà. Peut-être aussi pour terminer, monsieur le secrétaire exécutif, vous, tous les deux, vous êtes des secrétaires exécutifs, mais au niveau du gouvernement, c'est vrai, vous êtes également une des personnes handicapées. Est-ce qu'aujourd'hui, être une personne handicapée au Rwanda, ça fait de vous un homme ou une femme vulnérable? Pas du tout.
Parce qu'actuellement, compte tenu de ce qui a été fait par le gouvernement, nous avons progressé beaucoup dans l'enlèvement des barrières qui limitaient les personnes handicapées à avoir accès à l'éducation, à l'économie ou au travail, ou à l'emploi. Il y a eu beaucoup de progrès de façon que on ne peut pas actuellement combiner l'handicap et la vulnérabilité. La vulnérabilité. Voilà. Parce qu'on a pu réhabiliter les gens. Ce que je disais de ces appareils de réhabilitation, il fallait que il y ait en place des ateliers orthopédiques. Nous, en tant que gouvernement, nous avons aidé beaucoup, en tant que Conseil national, pour qu'ils produisent des produits de qualité. Et encore, nous sommes en train de discuter avec le ministère de la Santé et même RSSB de voir comment tous ces appareils soient distribués en utilisant la mutuelle de santé. Juste. Parce que pour les autres assurances médicales, il n'y a pas de problème. Voilà. Et la mutuelle de santé, un grand nombre de nos partenaires ou bien de nos clients, ce sont les personnes qui utilisent la mutuelle de santé. Justement, ça se comprend. Mais après aussi, nous avons une autre solution. Parce que comme vous le savez, dans la politique de la protection sociale, qu'on a révisé très récemment, vous savez que nous avons un programme de la Visio Morenge programme, VOP. Et dans laquelle nous avons parce qu'il a 3 parties. L'une des parties qui compose la VOP, très vite, c'est la distribution de la légère aux personnes vulnérables. Actuellement, nous voulons que, au lieu de considérer la vulnérabilité en général, qu'il y aura des spécificités sur des personnes qui sont en situation de handicap. C'est-à-dire, je vous donne cet déjà comme les autres qui n'ont pas d'handicap, parce que vous êtes vulnérable. Mais si vous avez besoin de cet appareil, de cette prothèse, on va les donner aussi. Voilà. Si vous avez un enfant qui ne peut pas aller à l'école spéciale, on va le faire aussi. Voilà, ça se comprend, la balle est dans le camp de tout le monde et tout le monde a la tâche et surtout le devoir de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Permettez-moi de terminer par là. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire à propos de ce sujet. Permettez-moi de remercier les 2 secrétaires exécutifs. Le premier, le secrétaire exécutif du Conseil national des personnes handicapées, également le secrétaire exécutif de l'Union des organisations des personnes handicapées au Rwanda, messieurs Emmanuel Ndaïsaba et messieurs Nsenyumva Damasen. Merci à tous les 2 d'avoir été de nôtres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, et surtout, grand merci à vous tous, chers téléspectateurs de l'émission Majuscule Propos. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro